excusez-moi, j'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Voilà, c'est fait. Donc, rappel de la semaine dernière, la pression, c'est une force divisée par une surface, c'est donc des newtons divisés par des mètres carrés, on appelle ça des pascals. Et puis, on avait vu que dans un liquide, on a une notion qui s'appelle la pression partielle, qui est la pression uniquement due à ce liquide lui-même. Et la pression partielle, c'est ρ liquide, la masse volumique du liquide, fois G, fois la profondeur du liquide. Okay. Et puis, on avait vu qu'il y a une pression atmosphérique qui s'ajoute à toutes les pressions partielles quand on est dans l'atmosphère terrestre. Et donc, la pression totale, c'est la pression partielle plus la pression atmosphérique, qui est de 101 300 pascal en moyenne au bord de la mer et de, je ne sais jamais, 96 900 ou 97 900, 96 900 pascal à l'altitude de Genève. Ok, parce qu'on est un petit peu plus haut que le bord de la mer et donc on a moins d'air au-dessus de nous. D'accord? Ça, c'est les choses qu'il fallait retenir de la semaine dernière. C'est bon, vous m'entendez? Ça marche? Oui. Vous avez tous refermé vos micros déjà. Ah là là. Bon, alors, on va maintenant corriger ces deux exercices, le 4.5, le 2.9 et 2.10. Ok? 2.9, on vous dit la photo montre deux récipients dont les fonds ont des surfaces de même air. Ok, donc le fond de ce récipient-là a la même surface que le fond de celui-là. Ils sont remplis avec un même liquide jusqu'à une même hauteur au-dessus de leur fond. L'intensité de la force exercée par le liquide sur le fond de chaque récipient est-elle plus grande sur le récipient de droite, sur celui de gauche, ou est-elle la même? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet exercice? Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Allô, allô? C'est là que normalement il faudrait que vous parliez. Non? Vous voulez pas parler? Non. Alors, dans ces deux récipients... Excuse-moi, Oui? je peux dire ou pas? Oui, vas-y. C'est celui de gauche Pourquoi? qui a plus de force Pourquoi c'est celui de gauche? pression. Ouais. Pourquoi c'est celui de gauche? Parce qu'il y a plus de volume. Parce qu'il y a plus de volume. Toi, tu penses qu'il y a plus de masse et donc il y a plus de... D'accord. Mais la pression partielle due à un liquide, c'est quoi la formule de la pression partielle? Tu te souviens? On vient de la dire. Hein? C'est la masse volumique du liquide fois G, la gravitation, fois la hauteur de liquide. Et alors, si tu appliques cette équation-là, tu vois une différence entre ces deux? Le ρ liquide elle-même, le G elle-même, la hauteur est la même. Ok? La moralité, ici, c'est que la pression partielle, elle est la même à une certaine profondeur, quelle que soit la forme du récipient. Alors c'est peut-être un peu étonnant, c'est vrai que c'est contre-intuitif, ok, mais ici, la pression au fond du récipient, c'est la même pour les deux récipients. Et vous verrez plus tard qu'on va discuter un cas qui est semblable, c'est ce cas-là. Si vous prenez la page 10 du cours, Principe de Pascal, alors c'est une expérience qu'on fait en classe, là on ne pourra pas la faire en classe, mais heureusement vous avez les photos. Okay, si vous prenez un système comme ça, vous voyez c'est une espèce de gros, récipient avec des petits tuyaux qui sont attachés sur le côté. Eh bien si vous remplissez ce récipient, vous allez trouver que le liquide se met à la même hauteur dans tous les tubes. Ok? S'il se met à la même hauteur dans tous les tubes, ça veut dire que la hauteur d'eau qu'il y a là fait le même effet que la hauteur d'eau par là, crée la même pression. Et donc, on a, pour une profondeur de liquide donnée,
exactement la même pression toujours. Okay, je sais que c'est contre-intuitif, je sais que c'est étonnant, mais si vous faites ce calcul-là, vous verrez que vous arriverez, comme on est arrivé, nous, au volume divisé par la surface, et le volume divisé par la surface, c'est la hauteur, et puis voilà. Okay, et donc, la forme du récipient n'entre pas dans l'équation. Et tous les récipients qui contiennent la même quantité, la même hauteur de liquide, ont la même pression au fond. D'accord? Acceptez ça pour le moment, et puis vous verrez, on en reparlera. Ok? Vous avez des questions encore sur cet exercice-là? Allô, allô? La Terre? Ah? Allô? Oui, ça va? Bon. Vous êtes combien maintenant? Parce que moi, quand je présente, je vois plus combien vous êtes. Il y a des gens qui sont arrivés encore. Hein. Ah, Darine, Derek, Estelle, Mathieu, Raphaël qui est arrivé. Ah non, Raphaël était déjà là. Xavier. Non, c'est bon, vous êtes 6. Ok. Bien, allez, on continue. Alors, je reprends ça. Voilà. Alors, deuxième exercice, c'était l'exercice 2.10. Nous sommes au bord de l'eau. Donc, on est au bord d'un lac, etc. Quelle est la pression à la surface de l'eau? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la pression à la surface de l'eau? Ça correspond à quoi? Hein? Allô, allô? À la surface de l'eau, la seule pression qui existe, c'est la pression atmosphérique. C'est la pression atmosphérique. Ok, donc ça c'est la pression atmosphérique. On vous dit que vous êtes au bord de la mer, ça veut dire que vous êtes à l'altitude 0, et donc la pression atmosphérique en moyenne au bord de la mer, c'est 101 300 pascal. Alors, si vous me mettez 100 000 pascal, je ne vous montrerai pas ça faux, parce que 101 300 à 100 000, ça va bien aussi. Quelle pression subit un plongeur se trouvant à 20 mètres de profondeur? Alors là, si vous avez fait un jour de la plongée, vous verrez que toutes ces histoires de pression, ça joue un grand rôle, effectivement. Il y a une physique intéressante dans la plongée. Moi, j'ai fait un brevet de plongée, j'ai appris plein de trucs intéressants. Alors, quelle pression subit un plongeur se trouvant à 20 mètres de profondeur? Eh bien, là, on vous demande la pression totale. Donc, la pression totale, ce sera la pression partielle plus la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, on vient de la calculer. D'accord? Et puis, la pression partielle, eh ben, c'est le ρ du liquide qui est de l'eau fois G fois H. Alors, on vous dit que c'est la mer. Donc, si on vous dit que c'est la mer, prenons une valeur de masse volumique qui correspond à la mer. Hein. L'eau de mer, à votre avis, elle est plus dense ou moins dense que l'eau douce? Vous savez? Vous avez une idée? Allô, allô? Elle est plus dense. Elle est plus dense. Okay, l'eau de mer est plus lourde et c'est pour ça qu'on flotte mieux dans l'eau de mer que dans l'eau d'un lac. Alors on peut prendre en moyenne 1030 kg par mètre cube, peut-être au lieu de 1000 pour l'eau salée, d'accord? En tout cas pour les aquariums, c'est ça qu'on utilise. 1030 kg par mètre cube fois G qui vaut 9,81 fois la hauteur, et là notre plongeur il est à 20 mètres de profondeur. Alors on va faire ce calcul. On va faire ce calcul, c'est donc 1030 fois 9,81 fois 20, et ça nous donne 202 086 pascal. D'accord? C'est pas un calcul très compliqué, c'est ρ fois G fois H. Et puis là, j'ai pris G, sa valeur exacte, des fois j'arrondis, des fois pas, bref. Alors maintenant, si on veut calculer la pression totale, eh bien c'est cette pression partielle que j'ai calculée là, plus la pression atmosphérique 101 300.
Donc je fais 202 086 plus 101 300 et ça nous donne 303 386 pascal. Ok, ça c'est la réponse finale. Ok. Donc un plongeur qui est sous l'eau, en fait, comparez les chiffres. Hein, vous avez toute l'atmosphère terrestre, donc plusieurs kilomètres d'air, ça vous donne environ 100 000 pascal. Par contre, quand vous descendez sous l'eau, vous voyez que 10 mètres d'eau, ça vous donne 100 000 pascal à peu près aussi. Hein, puisque là, on a 20 mètres d'eau qu'on a 200 000 pascal, ça veut donc dire que 10 mètres d'eau, c'est 100 000 pascal. Autrement dit, la pression partielle que vous ressentez sous plusieurs kilomètres d'air qui sont pas très denses, c'est la même que la pression que vous ressentez sous 10 mètres d'eau, parce que l'eau est beaucoup plus dense que l'air. D'accord? Donc quand vous faites de la plongée, il faut faire très attention, parce que vous allez dans des milieux où la pression est différente de la pression atmosphérique, elle devient beaucoup plus élevée. Hein. À 20 mètres, vous avez 3 fois la pression atmosphérique, à 30 mètres, vous avez 4 fois, à 40 mètres, vous avez 5 fois, donc ça augmente très très vite. Et donc ça pose toutes sortes de contraintes physiques sur la plongée, donc je peux vous parler si vous voulez. Vous avez déjà fait de la plongée? Il y a déjà quelqu'un de vous qui a fait de la plongée? Vite fait à la piscine. Ah, vite fait à la piscine, mais tu as eu des cours de plongée ou pas? Non, c'est juste qu'il laissait tester. Ouais, ok, bon. De quelle... pression un petit peu, je crois. Pardon? Je crois qu'ils nous ont parlé un peu de pression. Ouais. Donc j'ai dit qu'il fallait pas aller trop profondément, quoi. Bah, disons que si tu vas trop profondément, tu prends des risques, quoi. Il y a des limites à pas dépasser. On finit l'exercice et puis je vous en parle un peu. De quel facteur doit-on tenir compte? Alors, quel est le facteur dont on a tenu compte ici qui principalement détermine la pression, hein? Bah, il y a le rho de l'eau. Bah bon, ça, on va pas le changer parce que c'est de l'eau, ok? Il y a le G, on va pas le changer non plus parce qu'on est sur Terre et le G, c'est partout le même, à peu près. Okay, il y a des petites variations, mais c'est en gros partout le même. Et puis à la hauteur. Okay, le facteur le plus important, c'est la hauteur de liquide. Le facteur le plus important est H. D'accord? La profondeur de liquide, c'est ce qui détermine principalement la pression que vous ressentez à un certain endroit. Et en parenthèse, dans un lac, on ne s'interroge pas pour savoir quelle est la forme du lac. Okay, la pression, elle dépend de la profondeur et c'est tout. C'est un peu comme dans ces récipients-là. On ne s'occupe pas de la forme du récipient. Ok. Question D. Quelle pression subit un plongeur à une profondeur de 50 mètres? Eh bien, ici, on avait fait 20 mètres. Là, on va faire 50. Donc, la pression totale, ce sera la pression atmosphérique plus ρ O GH avec ici une hauteur de 50. Okay, le ρ O c'est toujours 1030, le G c'est toujours 981. Alors faisons ce calcul. 1030 fois 981 fois 50 mètres de profondeur, ça vous fait environ 505 215 pascal. Et puis ici, vous devez ajouter la pression atmosphérique qui est de 101 300 comme tout à l'heure. Alors si je fais la somme des deux, ça nous donne 606 515 pascal. Vous voyez que ça va vite. Ok? L'augmentation de pression, elle va assez vite. Ok? Ça marche? T'as des questions? Bien, alors ayant fait ces deux exercices, excusez-moi, je vais juste ouvrir la fenêtre parce que j'ai un peu chaud. Voilà. Ayant fait ces deux exercices, vous êtes maintenant mieux équipé qu'avant pour discuter des unités de pression. Hein.
La pression, il faut bien vous dire que c'est quelque chose qui s'utilise qui a de l'importance dans différents domaines. C'est important chez les pompiers, par exemple, la pression, parce que la pression d'eau, pour eux, c'est capital. C'est important chez les gens qui distribuent l'eau dans les réseaux d'eau potable. C'est important pour les plongeurs, pour la pression sous l'eau, la pression de gonflage des bouteilles. C'est important pour les pneus des voitures, etc. Et dans tous ces domaines industriels où la pression est importante, les gens ont eu tendance à développer des unités qui les arrangeaient. Ok ? Alors, une des unités qui est le plus utile, et donc prenez votre cours à la page 6, c'est la page d'avant, ok ? Une des unités qui est le plus utile et le plus utilisée, c'est le bar. Hein, pas le bar qui est fermé en ce moment et dans lequel vous aimeriez aller, mais le bar de la pression. Je ne sais pas d'où vient le nom d'ailleurs. Hein. Un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Donc un bar, et le bar, ça s'écrit BAR, ça s'écrit pas petit b. Un bar, c'est donc 100 000 pascal. Je vous en avais parlé un petit peu avant. Il y a un magnifique oiseau qui chante à côté de ma fenêtre. Vous l'entendez ? Donc un bar, c'est 100 000 pascal. Alors, ça, c'est à peu près la pression atmosphérique. Moi, ce qui me plaît dans le bar, c'est que c'est une pression atmosphérique au bord de la mer. C'est pas tout à fait au bord de la mer. Hein. Vous savez qu'au bord de la mer, on a 101 300. À Genève, on a 96 700 pascal. 100 000 pascal, c'est la pression que vous avez à 100 ou 200 mètres d'altitude, c'est-à-dire dans pas mal de régions habitées. Et donc, c'est pas mal d'utiliser comme approximation un bar pour la pression atmosphérique. D'accord ? Et cette unité, elle a simplement été définie parce que le bar est une unité qui est toute petite. Et donc, pour éviter de parler de centaines de milliers de bars chaque fois, on a défini, centaines de milliers de pascal, on a défini le bar comme étant 100 000 pascal. D'accord ? Ça vous gêne cet oiseau? Vous voulez que je ferme la fenêtre? Non, c'est bon. C'est bon. Je sais pas ce que c'est qui chante comme ça. Bon, bref. Alors, maintenant, on a d'autres unités de pression qui sont importantes. Une de ces unités, c'est le millimètre de mercure. Pourquoi le millimètre de mercure? Parce que sur les anciens baromètres, je vais vous montrer ça. Est-ce que vous voyez mon écran là? Vous voyez l'avion? Hein? Allô? Oui. Ouais, on voit l'écran. Ok. Donc je voulais maintenant vous montrer un baromètre. Baromètre et spécifiquement ce qu'on appelle un baromètre à mercure. Je sais pas pourquoi mon browser est aussi lent. Ah là 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 là. Allez Brigitte. Pourtant j'ai une connexion rapide, je sais pas ce qu'il a. C'est hyper lent. C'est comme si le DNS fonctionnait pas. Voilà, alors on regarde les images. Un baromètre à mercure, c'est ça. Je sais pas si vous avez déjà... Ouais, ben évidemment... Pourquoi ça marche pas? Voilà, ok. Alors, bon, l'image n'est pas géniale. Alors, revenons en arrière. Hein. J'ai vraiment un problème avec mon système. Voilà, un baromètre à mercure, c'est quelque chose comme ça. Hein. Vous avez une colonne de mercure d'une certaine hauteur, et puis vous avez un tube qui est coudé, et là, vous avez la surface de votre mercure, et ici, c'est ouvert. Donc, vous avez d'un côté la pression atmosphérique qui appuie sur le mercure, et puis de l'autre côté du tube, vous avez la pression partielle du mercure qui est dans le tube. D'accord? Et l'ensemble se présente comme ça, avec ce long tube qui fait environ 80 cm de long, et puis le retour en bas. Okay? Et puis le retour, si vous voulez regarder d'un peu plus près, bah, c'est comme ça.
vous avez le tube qui descend, votre U, là vous avez un réservoir avec du mercure et ce réservoir est bouché de manière que le mercure gicle pas dehors si on le bouge, mais en fait c'est pas bouché, c'est en contact avec la pression atmosphérique. D'accord? Alors les baromètres, comment est-ce que ça fait pour mesurer la pression de l'air? Ça compare la pression atmosphérique d'un côté avec la pression partielle d'une colonne de mercure de l'autre. Et donc on a développé spécifiquement pour les baromètres, qui s'appellent d'ailleurs des baromètres de Torricelli, ceux-là, on a développé spécifiquement pour ces baromètres une unité qui s'appelle le millimètre de mercure. Hein. Alors, le millimètre de mercure, c'est quoi? C'est la pression partielle exercée par une colonne de mercure de 1 mm de hauteur. La définition est très claire. Okay? Donc on va calculer la pression partielle. Mais maintenant, on vous dit une colonne de mercure de 1000 mm de hauteur. Ok? Très bien. Alors, la pression partielle de 1000 mm de hauteur, c'est quoi? 1000 mm, c'est 1 mètre. Okay? Donc ici, je vais prendre ρ du mercure fois G fois la hauteur. Ρ du mercure, soit vous le connaissez parce que c'est une des masses volumiques intéressantes dans la nature. Hein, c'est un des liquides les plus denses, c'est 13 600 kg par mètre cube, donc c'est 13,6 fois plus lourd que l'eau. Hein, ça veut dire que si vous vouliez faire un baromètre avec de l'eau, il serait 13,6 fois plus haut. 13 600 kg par mètre cube fois G 9,81 fois une hauteur de 1000 mm. Faites attention, 1000 mm, c'est 1 mètre. D'accord? Alors, je fais ce calcul, 13 600 fois 9,81, ça fait 133 416 pascal. Ça, c'est la pression partielle de 1000 mm de mercure. Et donc, 1 mm de mercure, ça va être 1 millième de ça. 1 mm de mercure, ça s'écrit comme ça, mmHg, c'est égal à environ 133 pascal. D'accord? Vous pouvez vous souvenir de ça, ou vous pouvez simplement vous souvenir du calcul. 1 mm de mercure, c'est 133 pascal. Ok? Ensuite, l'atmosphère équivaut à la pression exercée par la force de pesanteur de l'atmosphère terrestre au niveau de la mer. On en a déjà parlé. Okay? La pression atmosphérique moyenne au bord de la mer, elle a donné lieu à une unité qui s'appelle l'atmosphère. L'atmosphère, c'est une fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Et puis on vous dit qu'une atmosphère équivaut à 760 mm de mercure. Donc on va calculer maintenant combien ça fait une atmosphère. Très bien. Alors on va prendre une atmosphère et on dit que c'est 760 mm de mercure. Hg, c'est le symbole chimique du mercure. Hein. Allez pas chercher des choses très compliquées. 760 mm de mercure, c'est-à-dire 760 fois, et chaque millimètre de mercure, soyons maintenant précis, c'est 133,416. Alors combien ça fait ça? 133,416 fois 760, ça fait 101 000. Attendez, je ne dis pas de bêtises. 133 fois 760. Non. Ça fait environ 101 300 pascal. Ça fait un tout petit peu plus que ça. Ok? Mais on va dire ça fait environ 101 300 pascal. Moi, le calcul me donne 101 396. Mais j'ai pas envie de mettre ça là parce qu'après vous aurez... vous ne saurez plus quoi croire de l'atmosphère que je vous ai dit avant celle-là. Ok? Voilà, donc nos unités de pression, c'est le millimètre de mercure
avec 1 mm de mercure qui vaut 133 pascal, c'est l'atmosphère qui vaut 101 300 pascal, et c'est le bar qui vaut 100 000 pascal. Ok? Et puis, on va, pour s'amuser, parce que ça c'est une unité que très franchement, je n'ai rencontré dans ma vie que dans mon cours. Je ne l'ai jamais rencontré dans la réalité. Mais bon, c'est apparemment une unité qui est utilisée par les pompiers. Comme je ne suis pas pompier volontaire, on va admettre que c'est normal. C'est le mètre colonne d'eau équivalent. Okay, 1 mètre colonne d'eau équivalent, c'est la pression fournie par une colonne d'eau de 1 mètre de haut. Ok? Alors si c'est une colonne d'eau d'1 mètre de haut, ça veut dire que 1 mètre colonne d'eau équivalent, eh bien c'est la pression partielle d'1 mètre d'eau. Ok? Et la pression partielle d'1 mètre d'eau, c'est quoi? C'est le rho O fois G fois la hauteur. Donc je fais le calcul. Le rho O, on va prendre de l'eau à 1000 kg par mètre cube. Le G, on va prendre 9,81. Et la hauteur, c'est 1 mètre. Donc ça nous fait 98... attendez que je ne dise pas de bêtises. 9810, pardon, pas 98 000. 9000... ça fait 9810 pascal. Ok, ça c'est 1 mètre colonne équivalent. Et puis, comme vous êtes très smart, si 1 mètre colonne équivalent, ça fait 9810, vous comprenez que 10 mètres colonne équivalent, ça fait 98 100 pascal. Et vous voyez que là, on commence à s'approcher d'un bar. Ok, je vous prépare tranquillement à cette idée. Dont on va parler plus tard, qu'avec 10 mètres de hauteur d'eau, on égale à peu près la pression atmosphérique. Ok? Et on reparlera de ça. Mais 1 mètre colonne d'eau, c'est 9810 pascal. C'est une unité un peu technique, bizarroïde, que les physiciens n'utilisent pas. D'accord? Retenez le bar, ça c'est important. Bien, allez, on va continuer avec quelques exercices palpitants et on va commencer par le 2.11. Alors le 2.11, c'est une illustration d'un réseau de distribution d'eau potable. Vous avez un château d'eau, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est qu'un château d'eau. Ok. Et puis, donc, le château d'eau, c'est une construction. Quand on n'a pas de montagne, par exemple, quand on vit en plaine, eh ben, on est obligé d'avoir des châteaux d'eau pour mettre l'eau sous pression. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau et puis on la stocke dans un réservoir qui est au sommet d'une espèce de tour. Je vais vous montrer dans un instant des photos de châteaux d'eau. Okay? Donc là, on a une tour qui fait 25 mètres de haut et la pression que l'eau ressent au niveau de la base du château d'eau, eh bien, ça va permettre de distribuer de l'eau sous pression dans les différentes maisons. Le problème, c'est que pour arriver dans une maison, l'eau, elle va remonter. Et donc, il va falloir tenir compte de la différence entre le niveau là et le niveau du robinet pour calculer les pressions. Je vous laisse essayer cet exercice. Ah oui, j'ai dit que je vous montrerai des châteaux d'eau. Alors, regardez, vous êtes toujours là? Hein? Vous êtes toujours avec moi? Allô? Oui, on est là. Vous êtes là. J'essaye de comprendre ce qui se passe avec mon browser, mais il faudra que je redémarre mon ordi. Vous savez ce que c'est un château d'eau? Vous avez déjà vu ça? On n'en a pas tellement en Suisse parce que la Suisse est un pays montagneux. Et dans les pays montagneux, ben, on met les réservoirs d'eau sur une colline ou à la montagne et puis voilà, c'est fini. Mais si vous vous déplacez dans des pays plats, comme le nord d'Italie par exemple, vous verrez,
vos châteaux d'eau. Voilà, vous verrez ces constructions-là un peu partout. Okay, en gros, dans chaque bled, il y a une construction comme ça. Okay, ça, c'est une forme assez typique qu'on voit assez facilement. Ça, c'est une forme de château d'eau qui vous permet de stocker beaucoup d'eau sur une base qui a une faible surface. Là, vous voyez, sur cette photo-là, vous voyez clairement en haut de la photo le cylindre qui constitue le réservoir d'eau. Et puis dans la tour, vous avez les tuyaux qui montent et qui descendent, les tuyaux qui montent pour remplir le réservoir et qui redescendent pour distribuer l'eau. Vous avez des constructions plus anciennes, plus jolies, comme celui-là. Vous avez des constructions plus modernes et hardies qui n'ont rien à foutre dans un village comme ça. Comme celui-ci, c'est extrêmement moche ce truc. Ok, mais bon, c'est quelque chose d'ubiquitaire dans les pays plats. Ah voilà, ça c'est joli. C'est quelque chose d'ubiquitaire dans les pays plats parce qu'il faut bien trouver une manière de mettre l'eau sous pression, puis les pompes, c'est pas pratique. Ok? Voilà. Donc ça, c'est un château d'eau. Alors, essayez maintenant, s'il vous plaît, de faire cet exercice 2.11 qui est tout bête, franchement, c'est pas compliqué. On peut faire le premier ensemble si vous voulez. Ok? Le schéma ci-contre représente un réseau de distribution d'eau. La tour à gauche est un château d'eau. Quelles sont les pressions dues à l'eau uniquement? Donc on ne veut pas que la pression atmosphérique s'en mêle. En A, B, C, D, quand tous les robinets sont fermés. Alors, dû à l'eau uniquement, est-ce que ça se justifie ça, de ne pas tenir compte de la pression atmosphérique? Alors la réponse c'est que oui, ça se justifie. Parce que la pression atmosphérique, elle agit bien sûr là au sommet du réservoir. On n'a pas mis le réservoir dans une enceinte qui résiste à la pression, ça n'aurait aucun sens. Okay, donc là, on a la pression atmosphérique qui agit, mais au niveau du robinet, quand l'eau sort du robinet, elle doit aussi contrer la pression atmosphérique, okay, qui est sensiblement la même, parce que la pression atmosphérique sur 10 mètres de différence de hauteur, ça ne va pas faire une grande différence, ça va faire même aucune différence, okay, mesurable en tout cas. D'accord ? Donc c'est pour ça que ce à quoi on s'intéresse, c'est uniquement la pression partielle du liquide, parce que la pression atmosphérique, vous l'avez des deux côtés du tuyau, et elle s'annule. Alors, je calcule donc des pressions partielles, et je vais calculer la pression partielle au point A. La pression partielle au point A, c'est le ρ de l'eau fois G fois H. Alors, le ρ de l'eau, on va prendre 1000. Le G, je vais arrondir à 10 parce que j'ai envie de simplifier les calculs. Et puis la hauteur, c'est quoi la hauteur pour le point A? Eh bien, le point A, vous voyez qu'il est à 7 mètres de haut par rapport à un réservoir dont le sommet est à 25 mètres. Autrement dit, la différence de hauteur qu'on a ici, entre le sommet de l'eau dans le réservoir, entre la surface de l'eau dans le réservoir et le niveau du robinet, ce sera 25 mètres moins 7 mètres. 7 mètres, c'est la hauteur du robinet A. Okay, 25 moins 7, ça fait 18. Donc ici, vous faites fois 18. Et ça vous donne quoi? Ça vous donne 10 000 fois 18. Ça vous donne 180 000 pascal. Ou 1,8 bar. Alors, dans cet exercice-là, je vous propose qu'on reste en bar, parce que ça, c'est vraiment l'unité qu'on utilise pour les réseaux d'eau potable. C'est le bar. Okay, et puis 1,8 bar, eh bien, le pauvre, sa douche, elle ne doit pas couler fort. Dans les maisons modernes, on a 5 à 6 bars à peu près. Okay, mais évidemment, plus on habite haut dans un immeuble, moins on a de pression. Ça, c'est peut-être une chose que vous ne saviez pas. Ben maintenant, vous allez le comprendre. Alors, je vous laisse faire la suite de l'exercice. Je vous laisse 5 minutes, et puis on corrige après. Ça marche? Vous êtes toujours avec moi? Oui. D'accord. Vous voulez toujours pas laisser vos micros ouverts? Non. Peut-être. Ok. Monsieur, Oui.
suis arrivé 30 minutes en retard, je suis désolé. C'est Jacques. Je ne suis pas. Ouais. Ouais, c'est bien que tu sois arrivé déjà. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as trop dormi? Oui, et je me suis réveillé à 8h29. Ouais, moi je me suis réveillé un peu tard ce matin. Moi j'ai toujours des problèmes à m'endormir le dimanche soir. Je sais pas pourquoi spécifiquement le dimanche soir, c'est compliqué quoi. Mais bon, j'ai quand même réussi à me réveiller. Ok, alors Jacques, tu essayes de faire le 2-11 et puis on corrige dans 3 minutes. Ok? Je vous laisse 3 minutes, je reviens, je vais me couler un café. Ça se passe bien. Vous me dites quand vous avez fini, ok? Pendant ce temps, je vais voir si je trouve une vidéo à vous montrer. Vous y êtes? Hein? Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, je vais reprendre mon truc. Voilà. Alors, au point A, on avait donc 1,8 bar. Au point B, intuitivement, vous aurez plus ou vous aurez moins de pression? Moins. Pourquoi moins? Plus, non? Plus. Parce que la différence de hauteur entre le robinet B et la surface du liquide, elle est plus grande. Okay? Donc dans un immeuble, plus tu es bas, plus tu as de pression dans tes tuyaux. Hein? Parce que l'eau, elle arrive en bas de l'immeuble avec une certaine pression, puis quand elle doit remonter, bah, elle perd de la pression, l'eau. Bah oui, parce qu'il faut que la pression que l'eau a en bas parvienne à la pousser dans le tuyau, puis ce faisant, bah, elle perd de la pression. Okay?
Donc au point B, qui est plus bas que le point A, vous avez le ρ O qui est toujours de 1000, le G qui est toujours de 10, mais maintenant la différence de hauteur, ça va être 25 moins 4. Vous voyez que le robinet B, il est à 4 mètres du sol, ok, puis le réservoir il est à 25 mètres du sol, donc ce sera 25 moins 4 qui fait 21, et 21 fois 10 000, ça fait 210 000 pascal, c'est-à-dire 2,1 bar. Donc le gars qui est en B, 3 mètres plus bas, il aura une pression qui est sensiblement supérieure. 1,8 à 2,1, 0,3 bar, ça se connaît quand même. Ok. La pression... Oui. Je comprends pas ça. Dis-moi. Tu comprends? 24. Bah, parce que 25, c'est la hauteur qui est là. Ok. Maintenant, si tu veux savoir la différence de hauteur entre le niveau du réservoir qui est là et le robinet qui est ici, ok, tu dois faire 25 moins la hauteur à laquelle se trouve le robinet qui est 4 mètres. Ok. Tu calcules simplement la différence de hauteur. Ok. Au point C, bah, au point C, le début de la formule c'est toujours la même, c'est ρ fois G. Et puis la hauteur c'est quoi? Bah, le point C, si vous regardez bien le dessin, vous voyez qu'il est à 1 mètre de profondeur. Le point C, il est dans le tuyau qui distribue l'eau aux immeubles qui se trouvent dans le sol. Ok. Donc on a une hauteur de 25 mètres, plus une hauteur de 1 mètre ici, et ça vous donne 26 mètres en tout. Donc là, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 1, ça fait 25 plus 1, c'est-à-dire 26, et ça fait donc 260 000 pascal, et ça fait 2,6 bar. Ok. Et puis le dernier point, c'est le point D. Alors le point D, c'est clairement sur ce dessin celui qui aura le plus de problèmes avec sa pression d'eau, parce qu'il est plus proche du niveau du réservoir, la différence d'altitude est faible. Okay. Au point D, on va avoir 1000 fois 10 fois 25 moins combien? Eh bien, vous avez ici 15 qui part du niveau du sol, vous avez 25 moins 15. Alors 25 moins 15, ça fait 10. 10 fois 10 000, ça fait 100 000 pascal. Et donc, ça, c'est 1 bar. Et franchement, une pression d'eau de 1 bar dans une maison, c'est pas génial. Comme je vous le disais, une maison moderne, elle a 4, 5, 6 bars à peu près. D'accord? Ça marche? Les bars, c'est la pression de l'eau, on est d'accord? Enfin, la pression en général. Là, on parle de l'eau. Alors, le bar, c'est une unité de pression. Je te rappelle que 1 bar, c'est défini comme étant 100 000 pascal. Et effectivement, c'est l'unité qu'on utilise le plus couramment pour la pression. Là, on va voir si vous connaissez un peu les pressions. Ok? Est-ce que vous connaissez la pression d'un pneu de voiture? Vous avez une idée? Non. La pression d'un pneu de voiture, c'est environ 2,5 bars. Ça dépend des voitures. Quand vous gonflez vos pneus, vous devez consulter le mode d'emploi, où souvent il y a même un petit autocollant dans l'ouverture de la portière qui vous indique à combien vous devez gonfler vos pneus quand vous allez à la station-service. Et c'est important, la pression des pneus. Pourquoi c'est important? Allez, on fait une petite digression sur l'automobile. Ça, c'est la route. D'accord? Un pneu mal gonflé, il va être comment? Il va être comme ça, le pneu mal gonflé. Puis là, il va être un peu écrasé, le pneu. D'accord? Alors qu'un pneu fortement gonflé, il va être plutôt comme ça sur la route. J'exagère un peu le dessin. Ok? Quelle est la différence entre ces deux pneus? Ça, c'est un pneu
sous-gonflé. Et ça, c'est un pneu surgonflé. Qu'est-ce que vous voyez comme avantage et inconvénient dans les deux cas? Vous avez une idée? Celui qui est surgonflé, comme il n'est pas un peu aplati, il roule plus facilement. Exactement. Donc celui-là, il aura moins de résistance au roulement. Ok. Donc vous allez consommer moins avec un pneu qui est surgonflé. C'est clair que vous allez consommer moins parce que le pneu n'aura pas besoin de s'écraser à chaque tour de roue. Vous imaginez évidemment que si quand la roue tourne, il y a une partie du pneu qui s'écrase, bah, il faut plus d'énergie pour faire tourner ce pneu parce que vous perdez une partie d'énergie dans l'écrasement. Là, vous avez peu d'écrasement et donc vous avez vous perdez pardon vous perdez moins d'énergie quand vous roulez et donc vous consommez moins d'essence. Ok, donc il y a un avantage à surgonfler ces pneus. Par contre, quel est le désavantage? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que t'en penses, Jacques? Toi qui as un avis sur tout. Je sais vraiment pas. Tu sais pas? Alors, le gros désavantage ici, c'est que la surface de contact entre le pneu et la route, elle est beaucoup plus petite. Okay. Si le pneu est très très gonflé, imaginez que le pneu est super dur, à la rigueur vous mettez un pneu dans une matière solide, vous mettez un pneu rigide en bois, ben la surface de contact sera très petite, mais vous n'aurez aucune tenue de route. Parce que la surface dans votre pneu, si maintenant je vous fais le pneu un peu en perspective, comme ça, la surface de contact entre le pneu et la route, ce sera une surface toute petite. Tandis que ici, la surface de contact entre le pneu et la route, ce sera beaucoup plus grand. Ok? Et donc là, vous aurez une meilleure adhérence et une meilleure tenue de route. C'est pour ça que si vous voulez aller rouler dans le terrain, par exemple, avec un véhicule tout-terrain, avec un 4x4, etc., si vous voulez vraiment rechercher la performance, vous dégonflez vos pneus. Okay? De manière que si votre véhicule passe sur un caillou, le pneu puisse s'adapter à la forme du caillou. Okay? Tandis que si vous avez un pneu super gonflé, eh bien, sur le caillou, il ne va pas modifier sa forme, il aura beaucoup moins d'adhérence. D'accord? Allô? Allô, allô? Oui. Vous êtes toujours là? Ok. Alors, la pression d'un pneu, c'est 2,5 bars. La pression d'un pneu de vélo, c'est plus. Dans mon vélo, je mets environ 4 bars. Ok? Et alors, sur un vélo, là, on le ressent très bien. Si les pneus sont mieux gonflés, on a moins de peine à pédaler. Par contre, vous avez moins d'amortissement. Le vélo, il est un peu plus dur. Ok? Est-ce que vous connaissez la pression d'une bouteille de plongée? Hein? Un plongeur, avant de plonger, il va faire gonfler ses bouteilles. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la pression à laquelle on gonfle ces bouteilles? Bon, si vous n'avez jamais fait de plongée, évidemment, vous ne savez pas. Une bouteille de plongée, elle est gonflée à 250 bars. C'est-à-dire que vous mettez dedans 250 fois le volume d'air qui rentre normalement à pression ambiante. Et alors après, évidemment, cette bouteille, elle sera capable de vous donner 250 fois son volume d'air à pression normale. De quoi est-ce qu'on peut encore parler comme pression? Ben, on a vu donc la pression d'eau dans une maison, c'est 5 à 6 bars, ça je vous l'ai déjà dit. J'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit maintenant. Bon, alors on va faire... Vous avez des questions encore? Sinon on fait l'exercice suivant. Et Monsieur, moi, j'ai oui, une question, mais oui. c'est pas par rapport à ce qu'on a fait là maintenant, c'est plus pour la semaine dernière. Oui, dis-moi. Ah oui, j'ai oublié de vous demander. J'ai Oui. pas très bien compris pourquoi je crois que c'était la masse. Ouais, la masse de ce dont on calculait la pression, c'était pas important. La masse de ce dont on calculait la pression, c'était pas important, t'es sûr? Je crois que c'était ça, alors c'était le volume. C'était la forme du récipient qui était pas Ouais. important. Hein? Ouais, ça par exemple. Ça, j'ai Ouais. pas compris.
Bah, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait calculé la pression partielle. Comment est-ce qu'on a calculé la pression partielle? On a dit, ok, on a une certaine masse de liquide qui appuie par sa force de pesanteur sur une certaine surface, qui est la surface du fond du récipient. Okay. Alors, supposons maintenant que dans ce récipient, on a une hauteur de liquide qui vaut H. Okay. Comment est-ce qu'on va calculer la pression sur le fond? La pression, c'est une force divisée par une surface. Quelle est la force qui agit sur le fond du récipient? Bah, c'est la force de pesanteur du liquide. D'accord? Et la force de pesanteur du liquide, c'est la masse de liquide fois G, et puis j'ai toujours divisé par la surface. Bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je dis, ok, cette masse, je veux l'exprimer différemment. Je veux l'exprimer de manière à pouvoir caractériser la masse volumique du liquide. Alors, on sait que la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. D'accord? Donc, la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Ok? De manière à pouvoir mettre la masse volumique du liquide là-dedans. Ok? Donc, ça, ce sera la masse qui est ρ fois le volume fois G divisé par la surface. Ok. Ok. Et maintenant intervient la chose intéressante, c'est que, je te fais tout ça en couleur, c'est que le volume divisé par la surface, ça c'est égal à la hauteur. Ok. La hauteur du liquide, c'est le volume du liquide divisé par la surface. Alors moi, et donc tu obtiens cette formule ρGH qui t'indique que la pression à une certaine profondeur ne dépend pas de la forme du récipient, mais dépend uniquement de la hauteur d'eau. Ok? Alors peut-être que ça ne te convainc pas parce qu'on a fait le calcul avec un cylindre. Mais on pourrait faire le même calcul avec un récipient qui aurait cette forme-là, par exemple. Et bien là, on aurait de nouveau le volume divisé par la surface qui donnerait la hauteur. Simplement, le volume serait calculé différemment. Okay? Mais la chose à retenir, c'est que dans un liquide, la pression ne dépend que de la profondeur. D'ailleurs, tu sais très bien que si tu descends à 3 mètres de profondeur dans une piscine, tu ressens la même chose que si tu descends à 3 mètres de profondeur dans un lac. Ok? Et une piscine, c'est petit, ça fait max 50 mètres de long, et puis un lac, c'est grand, le lac Léman, il fait plus de 100 km de long, et quand tu descends à 3 mètres de profondeur, c'est la même chose. D'accord? Donc ça ne dépend pas de la forme du récipient. Et puis on verra maintenant que si tu prends un tuyau d'1 mètre de diamètre et que tu descends à 3 mètres, ça va de nouveau être la même chose du point de vue de la pression. Et on va voir dans l'exercice suivant que si tu prends un tuyau tout fin, ça revient encore à la même chose. Okay? Ça c'est un exercice important. Et ça, je ne vais pas vous demander de le faire par vous-même, on va le faire ensemble. Ça c'est une des grandes expériences de l'histoire des sciences. Bon, c'était au XVIIe siècle, donc 1600 et des brouettes. Blaise Pascal qui a fait une expérience. Blaise Pascal, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Dans quel cours vous auriez pu en entendre parler? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est pas à cause de lui qu'on appelle ça le Pascal? Oui, c'est à cause de lui qu'on appelle ça le Pascal. Mais Pascal, c'est quelqu'un qui est très connu dans un domaine complètement différent. Vous avez jamais entendu parler de Pascal en philosophie? Pas encore, ça, je crois. Parce que Blaise Pascal, c'était un de ces esprits universels qui s'intéressait aux sciences, mais qui s'intéressait aussi à la philosophie. C'était une époque, le XVIIe siècle, dans laquelle les sciences n'étaient pas tellement avancées. Donc c'était possible pour un être humain de maîtriser à la fois la science et la philosophie. Et Blaise Pascal
il a écrit notamment le pari de Pascal, qui est un truc connu, bon, qui de mon point de vue est une connerie, mais ça c'est personnel, et qui est un pari sur l'existence de Dieu. Alors ce que Pascal nous dit, c'est que il veut être rationnel avec Dieu, donc il dit bon, on ne sait pas si Dieu existe, mais si Dieu existe et qu'on fait le pari qu'il existe, qu'on croit en lui, eh bien on accède à la vie éternelle, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que si on fait le pari que Dieu n'existe pas, eh bien dans ce cas-là, on va vivre une vie libertine, une vie sans moralité chrétienne, et donc notre vie ne sera que perdition et turpitude. Et donc il vaut mieux faire le pari que Dieu existe, parce que dans ce cas, on risque de gagner la vie éternelle, que de faire le pari que Dieu n'existe pas, parce que dans ce cas-là, on va vivre une vie stupide. Alors bon, il y a des gens qui estiment qu'une vie libertine, c'est une vie agréable, mais vous pensez de ça ce que vous voulez, mais Pascal est connu en philosophie pour cet argument un peu bizarre sur l'existence de Dieu. Bref, Pascal, c'est un gars qui a beaucoup travaillé sur la pression, et il a fait une expérience qui est illustrée ici, mais je voulais vous montrer une autre image que j'ai trouvée, c'est celle-là, okay, qui est une image un peu de l'expérience originale. Vous voyez mon écran? Voilà. Donc vous voyez le montage original, enfin j'imagine que ça correspond au montage original, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça depuis la paroi d'une maison. Ce que Pascal a fait, c'est qu'il a construit un tonneau, et dans ce tonneau, il a fixé un tuyau, et ce tuyau fait plus de 10 mètres de haut, avec un entonnoir en haut pour verser de l'eau. Et puis il a rempli ce tuyau, qui était tout fin, et quand il a rempli ce tuyau, eh bien, le tonneau qui était en bas a explosé. Il s'est mis à pisser dans tous les sens, et puis pour finir, il a explosé. Et ça, c'était une manière pour Pascal de montrer que la pression dans le tonneau dépend uniquement de la hauteur de liquide et pas de la forme du réservoir. Donc si on avait pris ici un tuyau d'1 mètre de diamètre et de 10 mètres de haut, ça aurait donné la même pression au fond que ce petit tuyau que Pascal remplit. C'est une expérience que vous pouvez essayer chez vous si vous voulez. Vous prenez un récipient, vous attachez un tuyau de 10 mètres de long verticalement, vous remplissez votre tuyau d'eau. Vous verrez que si votre récipient n'est pas très solide, il va exploser. Okay, parce que vous allez l'exposer à une pression importante. Okay. Alors l'idée ici, c'est de calculer cette expérience de Pascal et de voir quelle est la pression. Okay. Au centre de la paroi supérieure d'un tonneau rempli d'eau, donc le centre de la paroi supérieure c'est là, on fixe un tube vertical étroit de quelques mètres de hauteur, sinon on achève le remplissage en versant de l'eau jusqu'au sommet du tube, ce qui exige un faible volume de liquide. On est fort surpris de voir les douves du tonneau se disjoindre et le liquide jaillir à l'extérieur. Vous voyez comme c'est dit avec lyrisme. Okay. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette expérience? Okay. Eh bien, on pourrait dire que la hauteur d'eau détermine la pression, et puis que ici on a une grande hauteur d'eau, avec un faible volume d'eau. C'est vrai que le volume d'eau qu'il faut pour remplir ce tuyau, il est faible. Ok. Et donc, oui. Vous avez... Ouais, j'ai pas trop vu parce que l'écran est un peu pixelisé pour moi. Ouais. Parce que en deuxième phrase. Alors, tu as une hauteur d'eau qui détermine la pression, et ici, cette hauteur d'eau, tu l'obtiens en ajoutant une quantité d'eau qui est faible, parce que la quantité d'eau dans ce tuyau, elle est beaucoup plus faible que si tu remplissais
un tonneau comme ça, du même diamètre jusqu'en haut. Okay, et pourtant, cette faible quantité d'eau, elle te donne la même pression au fond du récipient que si tu avais une colonne d'eau d'1 mètre de diamètre, parce que la chose qui détermine la pression, c'est la hauteur d'eau, c'est pas la quantité d'eau. D'accord? Ce qui détermine la pression, c'est la hauteur d'eau, pas la quantité d'eau. Pas la quantité d'eau. Faites attention à ça. Hein? Expliquez en quoi cette expérience peut sembler paradoxale. Eh bien, avec peu d'eau. Oui? Vous avez écrit quoi? J'ai pas compris. Où ça? Ici? Oui, c'est là. Ouais. Ce qui détermine la pression, c'est la H, la hauteur d'eau, pas la quantité d'eau. C'est quoi I c'est flou, monsieur. Quoi? C'est flou. Ça va mieux là? Ah, il faut déterminer la pression. C'est la hauteur. Ok, c'est bon, merci. Je sais que c'est flou, je suis désolé, c'est impossible d'acheter une webcam, ça c'en est une que j'ai achetée d'occasion sur Facebook. Et si j'avais une meilleure webcam, ça irait mieux, mais voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, donc avec peu d'eau, on crée une pression importante qui fait exploser le tonneau. Ok? Alors maintenant la question C est intéressante. Hein? On va considérer une portion de douve. Alors une douve de tonneau, je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie, une douve de tonneau, c'est une de ces planches là. Ça là. Okay. Simplement, les douves de tonneau, c'est pas des bêtes planches, sinon les tonneaux ils seraient cylindriques, c'est des planches qui sont plus étroites au bord qu'au milieu, etc. Et puis on les arrange, enfin c'est tout un métier traditionnel de faire des tonneaux. Ok. Et on va prendre une section de douve ayant la forme d'un carré de centre haut. Donc c'est ça. La section de douve qui forme un carré de centre haut, c'est ça, ce truc rouge là. Ok? De 10 cm de côté. Ah, donc cette portion de douve, elle fait 10 cm par 10 cm. Ok? Et on vous demande de calculer l'augmentation de l'intensité de la force exercée par l'eau sur cette portion de douve quand la hauteur de l'eau dans le tube passe de 0,5 m à 10 mètres. Oh là là! Bizarre. Ah? C'est bizarre un peu comme exercice. Non, c'est pas bizarre, mais c'est vrai que la phrase est un peu étonnante. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une première situation, vous allez calculer la pression quand vous êtes à 0,5 m au-dessus du tonneau. Hein. On vous dit quand la hauteur de l'eau dans le tube est de 0,5 m, donc vous avez 0,5 m dans le tube. Et puis qu'est-ce qu'on va prendre? On va dire que le tonneau, il fait 1 mètre de haut. Donc on va dire que entre le haut du tonneau et cette portion-là, il y a de nouveau 0,5 m. Ça vous va? Hein? On va faire cette hypothèse-là. Le petit h, il n'est pas spécifié. Non. Ah voilà, oui, le petit h, c'est 0,5 m. Donc vous avez ce petit h qui est là qui vaut 0,5. La même chose dans le tuyau, ça vous fait 1 mètre. Ok? Donc si vous avez 1 mètre d'eau au-dessus du point où vous mesurez, maintenant ce qui vous intéresse c'est la pression à ce point-là, c'est pas la pression au fond. Ok? Vous allez avoir une pression partielle dans cette situation-là, qui est quoi?
qui est le ρ de l'eau fois G fois H. Le ρ de l'eau, c'est 1000, G, c'est 10, H, c'est 1 mètre. D'accord? Et puis 10 000 fois 10, 1000 fois 10 fois 1, ça fait 10 000 pascal. D'accord? Et maintenant, on va calculer la deuxième situation où on a... Ouais, c'est un peu mal foutu. Où on a H' égale 10 mètres. Alors, H', c'est là. OK? Et donc, ça vous donne 10 mètres de hauteur totale, parce que le H' il part de là. Ça vous donne 10 mètres de hauteur totale jusqu'à la portion de douve. OK? Alors, le ρ de l'eau, c'est le même, c'est 1000. Le G, c'est 10. Mais maintenant, la hauteur, c'est 10. Donc, ça vous fait 100 000 pascal, c'est-à-dire 1 bar. OK? Donc là, vous voyez, on l'a calculé, que 10 mètres d'eau, ça équivaut à 1 bar de pression à 100 000 pascal. Hein? Et donc, quand vous augmentez la hauteur de votre liquide, même si c'est dans un tuyau petit, vous exercez une pression qui est nettement augmentée au fond du récipient. D'accord? Donc vous pouvez augmenter la pression facilement en rajoutant de la hauteur de liquide avec un simple tuyau. Ok? J'ai pas très bien compris. À partir de où? La partie écrite en vert. Dans l'exercice, j'ai pas compris par exemple pourquoi on doit prendre 10 cm sur 10 au milieu du tonneau, quelque chose comme ça. Parce que ce qu'on veut, c'est te faire calculer la force qui s'exerce sur les côtés du tonneau. Okay? Donc on prend une surface de 10 sur 10, on n'a pas encore fini l'exercice. Okay? Maintenant, on a calculé la pression, mais on sait que la pression, c'est la force sur la surface. Donc maintenant, il reste à calculer la force qui est égale à la pression fois la surface. Okay? C'est pour ça qu'on t'a dit de calculer la pression sur cette surface-là, parce que maintenant on veut calculer la force. Hein? Et on va calculer la force avec 1 mètre d'eau au-dessus et avec 10 mètres d'eau au-dessus. D'accord? Donc maintenant, pour le premier cas, on va calculer la force. Cette force, c'est la pression fois la surface. Alors cette surface, elle vaut combien? Hein? Cette surface, c'est quoi? Il faut la calculer en mètres carrés, la surface. Hein? Donc ça, ce sera 0,1 fois 0,1 en mètres. Et donc ça fait 0,01 mètre carré. D'accord? C'est un centième de mètre carré, c'est normal. Il faut 100 carrés comme ça pour faire un mètre carré. Ok? Donc ici, je vais faire maintenant 10 000 fois 0,01. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 100, pardon, c'est pas des pascals, 100 newtons. Ok? Puisqu'on calcule une force, on aura une force de 100 newtons qui s'exerce sur ce petit carré du tonneau. Ok? Dans le premier cas, quand on a 1 mètre de liquide. Dans le deuxième cas, la force, elle sera quoi? C'est toujours la pression fois la surface. Mais maintenant, la pression, elle est de 100 000 pascal fois cette surface qui est toujours de 0,01. Et donc là, vous enlevez 2 zéros, ça vous fait 1000 newtons. 1000 newtons, ça commence à être beaucoup. Ok? Et donc ça vous explique que si vous avez peu d'eau dans votre récipient, il ne se passe pas grand-chose parce que le tonneau, peu d'eau dans le tuyau, pardon. Il ne se passe pas grand-chose parce que le tonneau il est fait pour résister à la pression d'un liquide. Mais si vous ajoutez sur le tonneau un tuyau de 10 mètres de haut, ça va vous multiplier la pression par 10. Et donc ça va vous multiplier la force par 10. Et alors dans ce cas, votre tonneau, il va pisser dans tous les sens misérablement, puis pour finir, il va péter. Ok? Ça marche?
c'est bon. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire encore aujourd'hui? Ouais. Je vais vous laisser faire en devoir le 2.13 et le 2.14. Comme ça, la prochaine fois, avec un peu de chance, vous arriverez en ayant relu le cours. Ok. Et donc ça, c'est des vrais faux. Hein? L'air n'a pas de masse car il est invisible. Vous pensez que c'est juste ou faux? C'est faux. C'est faux, d'accord. On est bien parti alors. Alors, je vous laisse faire ça. On en parlera la prochaine fois. Et puis aussi le 2.14. Hein? Donc ça, c'est en devoir pour le lundi prochain. C'est-à-dire... Donc aujourd'hui, on est le 4. Et lundi prochain, ce sera le 11. Devoir jusqu'au 11-5. Date fatidique de l'ouverture des cycles d'orientation. Ça va être l'horreur. Je sens ça. Vous avez de la chance de ne pas être au cycle. Hein, parce que moi, je vois pas très bien à quoi ça sert d'aller à l'école avec des masques. Mais bon. Bref. Monsieur, Oui. c'est quoi les devoirs? Darine qui se réveille. Les devoirs, c'est donc l'exercice 2.13, les exercices 2.13 et 2.14. C'est pas Darine, hein? Ah, C'est pas moi. c'est pas Darine. Ah, pardon, je sais pas qui c'était. Alors. Bon, vous êtes cool, c'est sympa d'être venu au cours. Malheureusement, il manque du monde. Donc, je vais mettre un message d'insulte sur Classroom. Et puis on va essayer. Vous êtes 11 quand même. Ah, mais il y a des gens qui ont eu de la peine à se réveiller aujourd'hui. Il y a Abel qui est là. Il y a Darine, ça j'ai noté. Darine. Vous savez pourquoi je note les présences? Pour la fin d'année. Ah? Pour la fin d'année, voir qui est jamais venu. C'est surtout pour voir qui est venu. Ok? Parce que ceux qui sont venus à tous les cours en ligne et qui ont participé, moi au conseil, si le gars a un souci parce qu'au premier semestre il était pas vraiment promu, moi si la personne est venue à tous les cours en ligne et a participé, je veux dire écoutez, cet élève au deuxième semestre, il s'est donné, il a participé aux cours en ligne, etc. etc. J'ai des arguments pour le conseil. Si vous n'êtes jamais venu, j'ai pas d'arguments. Hein. Vous comprenez? Alors, qui c'est qu'on avait encore? Derrick, je l'ai noté. Estelle, Jacques. J'ai noté Jacques, ouais, j'ai noté. Jacques, pourquoi est-ce que sur tes papiers, c'est marqué comme deuxième prénom Daniel, E-L-L-E? C'est trompé. C'est trompé. Ouais, je sais, mais pas Dani. Ouais. Tu peux le changer. Ok, après il y a Mathieu, ouais, il est là. Il y a Nkrumah, Raphaël, là. Bon, c'est bon, j'ai noté tout le monde. Ok, voilà. Alors, je vous laisse. Passez une bonne journée. On va avoir une jolie semaine. Il va faire beau de nouveau. Je vais mettre les devoirs sur Classroom. Je vais mettre la vidéo en ligne. Et puis, comme ça, ceux qui n'étaient pas là pourront faire le cours. Ok? D'accord. Ça marche? Ok. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Soyez sages. Et puis, à la semaine prochaine. Et puis, essayez de dire à vos camarades de venir. Ok? D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao.